Ce matin-là, la neige tombait drue sur les forêts du nord, un rideau blanc qui avalait à la fois le bruit et la pitié, recouvrant le monde d'un silence où tout semblait s'effacer. Là, au milieu de cette blancheur implacable, une mère berger allemand tremblait sous les rafales, arc-boutée contre le vent pour protéger 10 chiots âgés d'à peine 2 semaines. Ils étaient allongés sur le dos, leurs petites pattes ramenées contre leur ventre, immobiles au point de sembler figés pour toujours, comme si le monde avait déjà décidé qu'ils ne comptaient plus. Pourtant, elle restait là, dressée contre l'hiver comme une prière vivante. Avant que l'histoire ne commence, dis-moi en commentaire depuis quel endroit du monde tu regardes cette vidéo. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus d'histoires, de compassion, de foi et de courage face aux tempêtes de la vie. L'hiver s'était abattu sur le nord du Michigan avec une lourdeur tranquille, une manière d'étouffer plutôt que d'hurler. Les routes n'étaient plus que des rubans pâles perdus entre des silhouettes d'arbres figés dans la glace, leurs branches si ployant qu'on aurait dit qu'elles portaient le poids d'un chagrin ancien. Le long d'une petite route de comté, près d'un bosquet de jeunes pins, une chienne se tenait immobile, ses pattes enfoncées dans la neige épaisse. Elle avait eu un nom autrefois, Aven, un nom qu'on lui avait murmuré avec douceur des mois auparavant, mais que personne n'avait prononcé depuis longtemps. Elle avait un peu plus de 4 ans, son pelage noir et fauve, autrefois éclatant, désormais terni par l'épuisement et les flocons qui s'accrochaient à chaque brin de son poil rêche. La neige se déposait sur son dos, ses épaules, et formait une couche si dense qu'elle semblait alourdir son corps déjà amaigri. Sous elle, blotti contre un léger creux qu'elle avait creusé d'instinct, gisaient 10 minuscules corps, petits cœurs presque silencieux, petits museaux figés dans un sommeil glacial. Aucun son, aucun mouvement. Le genre de silence qui fait reculer l'espoir. Aven, pourtant, restait debout. Ses pattes fléchissaient parfois, son souffle se heurtait au froid, comme une lame mal aiguisée, mais elle se refusait à tomber. Par moments, elle baissait la tête, frôlant un museau de son nez pour vérifier une dernière fois, puis levait à nouveau les yeux vers la route vide, comme si quelque chose devait arriver, quelqu'un peut-être. À plusieurs kilomètres de là, un pick-up avançait lentement sur la neige compactée. Le conducteur, Noah Callahan, 42 ans, ralentit soudain en apercevant une silhouette sombre au bord de la route. Son instinct prit le dessus avant même qu'il n'élabore une pensée claire. Noah n'était pas massif, mais construit comme ceux qui ont appris à résister. Épaules solides, musculature dense, plutôt qu'imposante, la posture d'un homme qui avait passé des années à contrôler non seulement son corps, mais ses réactions. Son visage portait ses lignes taillées par les habitudes plus que par l'âge, et ses yeux bleu acier observaient le monde comme si chaque ombre pouvait contenir une information utile. 3 ans plus tôt, il avait quitté les forces spéciales de la marine, un départ prématuré que beaucoup avaient mal digéré. Il avait osé contester des décisions qui privilégiaient l'apparence aux vies humaines. Quand il avait refusé de détourner le regard, la sanction avait été silencieuse et brutale. Aucune cérémonie, aucune poignée de main, seulement un dossier signé et une porte qui se referme. Depuis, Noah avait réduit son univers à l'essentiel. Une petite cabane au nord de la ville, quelques voisins qu'il saluait d'un signe de tête, et une préférence marquée pour l'hiver, saison qui, comme lui, ne posait pas de questions inutiles. Quand son pick-up s'arrêta, la chienne ne s'enfuit pas. Elle ne montra pas les dents. Elle se contenta de lever la tête, ses oreilles baissées, son regard sombre fixé sur lui, avec une intensité qui traversa Noah, comme une vérité qu'on n'attend pas. Il ouvrit la portière, le froid déferla dans l'habitacle, vif comme une morsure. Ses bottes s'enfoncèrent dans la neige et chaque pas rapprocha cette étrangeté. Une survivante qui ne demandait rien mais attendait tout. Aven pivota légèrement, plaçant son corps amaigri entre lui et les petits corps gelés. Noah s'arrêta à quelques mètres, mains visibles, respiration calme, observant la scène comme on analyse un terrain instable. Les chiots, trop immobiles, trop silencieux. La neige autour de leur museau ne fondait pas. Ce fut une seconde de trop. Son esprit militaire conclut immédiatement. Trop tard. Une sentence qu'il connaissait trop bien, une sentence qui avait autrefois hanté ses nuits. Il allait se détourner, remonter dans son camion, reprendre cette vie de solitude qu'il croyait maîtriser. Mais Aven releva lentement la tête et planta son regard dans le sien. Ce n'était pas une supplique, ce n'était pas un ordre, c'était simplement un appel silencieux. Un rappel que lorsqu'on est le seul témoin face à l'injustice, s'en aller revient parfois à la laisser gagner. Noah s'accroupit, ignorant le froid mordant qui traversa aussitôt son jean.
Il retira doucement la neige autour du museau du premier chiot. La peau était glacée, mais sous ses doigts, un tremblement infime, une micro-vibration qui aurait pu être une illusion. Sauf qu'il ne voulait pas que ce soit une illusion. Alors il choisit d'y croire. Il leva les yeux. Aven ne bougea pas. Elle se contenta d'incliner légèrement la tête, comme si elle lui offrait la décision qu'elle avait portée seule pendant trop longtemps. Il retira sa lourde veste, la déploya sur la neige pour couper le vent et prit le premier chiot contre sa poitrine, sous sa couche thermique. Il était si léger qu'on aurait dit une poignée de neige. Puis un deuxième, puis un troisième. 10 au total, 10 fragments de vie suspendus à un souffle fragile. Aven tournait autour de lui, lentement, comme un rituel. Sa silhouette devenait presque blanche à force d'être recouverte de neige, et pourtant elle restait, présente, droite, digne malgré le froid. Quand Noah prit le dernier chiot, il sentit l'ancien poids de ses souvenirs remonter. Ce poids qui murmurait qu'on peut arriver trop tard, qu'on ne sauve pas tout. Mais il rejeta cette pensée. Pas cette fois. Il serra contre lui le petit paquet de vie, se leva et marcha vers le camion. Aven tenta de suivre. Mais ses pattes fléchirent. Elle chancela, sa respiration dérapa. Son corps vacilla comme une structure que l'hiver menaçait d'emporter. Noah fit demi-tour en 3 enjambées, glissa un bras sous sa poitrine, l'autre sous ses pattes arrière. Elle était trop légère, beaucoup trop légère pour une chienne de sa taille. Mais elle ne lutta pas. Elle laissa sa tête se poser quelques secondes contre son épaule, un abandon pur, sans peur sans doute. Il l'installa dans la cabine, tout près des chiots qui l'avaient enveloppé. Le moteur démarra, le chauffage ronronna faiblement. Dehors, la tempête continuait, indifférente. Mais quelque chose venait de changer dans cet écrin de neige. Noah Callahan, après des années de distance volontaire, n'était plus seul dans l'hiver. Aven ne suivit pas immédiatement Noah jusqu'au camion une fois les chiots installés. Alors que le moteur commençait à projeter un peu de chaleur dans l'habitacle, la chienne fit quelques pas hésitants vers les arbres, comme si quelque chose là-bas n'avait pas encore été dit, pas encore été laissé derrière elle. Noah fronça les sourcils en la voyant s'éloigner, son instinct d'analyse reprenant le dessus. Rien dans sa posture n'évoquait la fuite. Au contraire, elle semblait l'attendre, le sonder, vérifier qu'il continuerait à la suivre même hors du cadre rassurant du véhicule. Avec un soupir maîtrisé, il referma la portière et descendit dans le froid une nouvelle fois. La chienne l'attendait déjà à la limite des pins, son ombre se mêlant à celle des troncs. Noah s'approcha lentement, respirant l'air glacial qui mordait ses poumons. Le vent s'engouffrait entre les arbres d'une façon différente, moins brutale mais plus pénétrante, comme un souffle ancien qui glissait entre les branches. Aven lui tourna à peine la tête, puis reprit sa marche lente, l'invitant à la suivre sans un son. Il comprit alors qu'elle ne s'éloignait pas. Elle montrait quelque chose, quelques mètres plus loin, sous des branches de pin tellement chargées de neige qu'elles formaient un plafond naturel. Il découvrit ce qu'elle voulait qu'il voie. Là, dans une dépression plus large que celle près de la route, s'étendaient les traces du premier refuge qu'elle avait tenté de creuser pour ses petits. Des empreintes tournées en cercle, répétées, obstinées. L'endroit où elle avait essayé, seule, de les protéger du ciel ouvert. Un lieu de lutte silencieuse, un lieu de résistance désespérée. Noah s'accroupit, posant une main gantée sur la neige où un des chiots avait dû reposer. Le froid traversa même le cuir de sa paume. Il sentit sa gorge se serrer. Ici, il n'y avait pas eu la moindre illusion d'espoir. C'était le lieu où l'hiver avait gagné, jusqu'à ce matin. Il releva les yeux vers Aven. Elle le regardait sans crainte, mais avec cette intensité troublante qui semblait dire « Voilà ce que j'ai porté seul. En feras-tu autant désormais ?» Une rafale fit craquer les branches au-dessus d'eux et Noah inspira profondément, laissant l'odeur âpre de résine se mélanger à l'air glacé. Instinct contre prudence, solitude contre responsabilité. Pendant des années, il avait fui ce genre de croisement, évitant tout ce qui risquait de réveiller ce qu'il avait laissé derrière lui dans la Navy. Suivre des ordres injustes lui avait coûté l'uniforme. Mais refuser d'aider ici aurait coûté 100 fois plus cher. Il posa doucement ses doigts à l'endroit exact où les pattes de Aven s'étaient tant de fois imprimées. Derrière tout cela, derrière l'instinct maternel, derrière la résistance, il y avait autre chose, une histoire, une blessure, une main humaine, il en était certain. Les marques autour de son cou, les côtes trop saillantes, les zones où le pelage manquait, ce n'était pas seulement l'œuvre de l'hiver. Il se redressa lentement, regarda une dernière fois ce sanctuaire de neige brisée, puis revint vers le pick-up. Aven le suivit sans hésiter cette fois, ses mouvements prudents mais déterminés.
Lorsqu'il ouvrit la porte, elle entra d'elle-même dans l'habitacle, comme si le simple fait d'avoir montré son passé avait rendu légitime le présent qu'il lui offrait. Noah vérifia les chiots une nouvelle fois, glissant ses doigts sous la veste pour sentir les minuscules vibrations qui indiquaient un souffle, même faible. Ils étaient froids, mais pas aussi froids qu'avant. Une petite patte trembla à nouveau, presque imperceptible. Mais ce minuscule mouvement eut sur lui l'effet d'un choc électrique, une lueur d'espoir qui traversa sa poitrine si violemment qu'il dut fermer les yeux pour reprendre son calme. Aven, elle, regardait fixement les petits, son souffle lent mais régulier comme une respiration partagée entre elle et eux. Noah hocha la tête, passa une main sur son flanc amaigri, puis reprit la route. Le pick-up s'engagea de nouveau dans l'épaisseur de neige, les pneus crissant sur la glace tassée. Chaque mètre semblait un combat contre la tempête, mais c'était un combat qu'il connaissait, un terrain qu'il comprenait. Il accéléra légèrement, ses mains assurées sur le volant. La route serpenta à travers les silhouettes sombres des arbres. Les rafales balayaient le pare-brise, mais dans l'habitacle, une chaleur fragile s'installait, alimentée autant par l'air pulsé que par l'espoir naissant. Les chiots remuaient parfois faiblement sous la veste. Aven gardait son museau près d'eux, comme si elle leur offrait la moindre parcelle de chaleur restante dans son propre corps. Le chemin jusqu'à sa cabane au bord du bois paraissait interminable, mais enfin, la structure sombre apparut entre les troncs. Un bâtiment de rondins modeste, solide, marqué par des années de solitude mais bâti pour durer. Noah coupa le moteur, se chargea des chiots contre sa poitrine et ouvrit la porte de la cabane d'un geste brusque, la chaleur relative de l'intérieur l'enveloppant aussitôt. Sans perdre une seconde, il se précipita vers le foyer de pierre. Il empila du petit bois, sortit une boîte d'allumettes et gratta une tête contre la roche rugueuse. Une flamme timide se leva puis embrasa lentement le reste, un crépitement doux mais déterminé remplissant la pièce. Il étala une couverture de laine près du feu et y déposa les chiots un à un, massant leurs membres raidis pour favoriser la circulation, frôlant du doigt leur flanc glacial pour encourager le souffle, le mouvement. Les minutes passèrent, lentes et lourdes, mais petit à petit, les corps qui semblaient de cire reprirent une souplesse fragile. Les poitrines se soulevèrent dans un rythme encore erratique mais plus net. Une vague de chaleur, la sienne, celle du feu, celle de la vie, traversa la pièce. Aven s'était allongée juste derrière eux, trop épuisée pour se tenir encore debout, mais refusant de fermer l'œil tant que chacun n'était pas en sécurité. Elle tendait parfois le museau jusqu'à effleurer délicatement un petit ventre, comme pour vérifier que la respiration n'avait pas cessé. Noah se leva enfin pour composer un numéro dans son téléphone. Celui d'une personne que son voisin, un homme taciturne mais fiable, lui avait recommandé il y a des mois, Dr Martha Ellington, vétérinaire depuis plus de 40 ans, une femme dont la réputation n'était pas faite de publicité mais de constance. Elle répondit après 2 sonneries. Martha Ellington. Sa voix était grave, calme, celle de quelqu'un qui savait qu'une urgence n'avait besoin ni de panique ni de précipitation inutile. Noah parla vite, précis, donnant les faits sans exagération, mais sans omission. 10 chiots, hypothermie sévère, une mère exténuée et blessée. Silence. Puis, gardez-les au chaud, j'arrive. 1 heure plus tard, les pneus d'un SUV crissèrent devant la cabane. Martha entra sans attendre qu'on l'y invite, secoua la neige de ses bottes, ajusta ses lunettes et observa la scène d'un seul regard. Une femme dans la 60aine, élancée, ferme, le visage marqué par les hivers, mais les yeux aussi pointus que ceux d'un faucon. Elle s'accroupit immédiatement près du feu. Son appréciation n'était pas un mot, mais un diagnostic en soi. Elle examina chaque chiot, son toucher précis, presque chirurgical malgré la douceur qu'elle y mettait. Elle constata l'état de Aven, inspectant les marques autour du cou, les zones d'amincissement trop régulières pour être naturelles. Puis, elle leva les yeux vers Noah. Ce n'est pas la tempête qui lui a fait ça. Un silence lourd tomba. Elle poursuivit ses soins pendant près de 2 heures, donnant des instructions que Noah absorbait avec la discipline d'un ancien militaire. Rotation, hydratation, stimulation thermique, temps de contact proche du foyer. Aven, elle, ne quittait pas les chiots du regard. Lorsque Martha rangea ses instruments, elle posa une main sur l'épaule de Noah. Si vous ne vous étiez pas arrêté, aucun n'aurait survécu, ni les petits, ni elle. Pas un compliment, un constat, une vérité nue. Puis elle ajouta avant de partir, « Je reviens demain, on n'en a pas fini. » La porte se referma derrière elle et un silence épais retomba. Pas un silence vide,
Un silence plein, un silence où quelque chose venait de naître, aussi fragile et brûlant que les braises du foyer. L'aube se leva timidement sur la cabane, filtrant à travers la fenêtre givrée, comme une lumière trop fatiguée pour traverser pleinement le verre. La nuit avait été longue, ponctuée de rotations auprès des chiots, de vérification du foyer, de gestes mécaniques devenus instinctifs. Pourtant, au petit matin, quelque chose avait changé. Ils respiraient tous, fragilement, mais ils respiraient. Noah s'approcha du foyer, ses muscles tirés par une fatigue lourde mais étrangement vivante. Les chiots n'étaient plus de petites statues glacées. Leur corps minuscule se soulevait et retombait avec un rythme irrégulier certes, mais réel. Aven les surveillait avec une tranquillité nouvelle. L'attention qui, la veille, faisait vibrer ses muscles, avait laissé place à une présence plus ancrée, plus stable. Sa tête se levait lorsqu'un chiot remuait, se reposait lorsqu'il se calmait, dans une cadence presque maternelle, une cadence qui rappela à Noah quelque chose qu'il croyait avoir perdu, la capacité d'être nécessaire. La porte se rouvrit à la mi-matinée. Docteur Martha Ellington, fidèle à sa parole, entra en laissant derrière elle une traînée de neige fondante et un souffle d'air glacé. Son visage affichait cette neutralité professionnelle qu'elle réservait aux cas graves mais maîtrisés. Elle posa son sac près du foyer et examina d'abord Aven, puis les chiots. Le changement, bien que subtil, était visible pour un œil averti. « Ça progresse », dit-elle simplement. 2 mots, mais venant d'elle, c'était presque un éloge. Elle retira ses lunettes, les nettoya d'un geste lent, signe qu'elle réfléchissait. Puis elle invita Noah à s'asseoir à côté d'elle, ce qu'il fit sans discuter. Elle écarta doucement le pelage autour du cou de Aven, révélant à la lumière pâle des marques encore plus nettes que la veille. Leur régularité indiquait clairement un collier serré pendant une longue période, trop longue pour une simple négligence. Les ecchymoses, sur les flancs, formaient un motif que Martha n'avait que trop vu dans sa carrière. Elle inspira profondément, puis se redressa. « Ça ne vient pas de la route, Noah. Quelqu'un l'a utilisée, exploitée, et quand elle est devenue un poids au lieu d'un profit, ils l'ont laissée dehors avec les petits, dans le froid. » Noah serra la mâchoire, la colère monta dans sa poitrine, mais ce n'était pas une colère bruyante. C'était celle, froide et dense, qu'il connaissait parfaitement. La même qui avait remué en lui, dans ces salles de briefing, où les mensonges se glissaient entre les lignes d'un rapport, la même qui l'avait poussé à dire non, alors qu'on attendait de lui un oui silencieux. Cette colère-là ne criait pas, elle agissait. Il attrapa un carnet dans la poche intérieure de sa veste, un vieux réflexe. Pendant des années, c'était devenu son moyen de figer les faits avant qu'ils ne s'effacent ou qu'on tente de les tordre. Aujourd'hui, ce carnet retrouvait sa fonction première. Il nota l'heure, l'état des blessures, la progression des chiots, les observations de Martha. Il prit des photos également. Les marques au cou, les zones d'amincissement, les cicatrices, tout ce qu'il faudrait montrer. Martha le regarda faire sans commenter, mais avec une lueur d'approbation discrète. « Tu vas signaler ça, n'est-ce pas ?» Il releva les yeux, et ce qu'elle y vit laissa peu de place au doute. « Je ne vais pas attendre, » répondit-il. Sa voix était calme, mais plus tranchante qu'une lame. Je rédige un rapport dès que tu pars. Elle hocha la tête une seule fois lentement. Alors, je joindrai mon dossier vétérinaire et je témoignerai si nécessaire. Un bruit léger coupa leur échange. Aven venait de lever brusquement la tête, oreille pointée vers la fenêtre. Un son dans le vent, métallique, répétitif, comme une barrière qui bat contre un poteau. Un son anodin pour beaucoup, mais pas pour elle. Son corps tout entier se tendit, ses muscles se raidirent sous son pelage. Ce n'était plus de la souffrance, c'était de la reconnaissance. Elle connaissait ce bruit. Martha fronça les sourcils. « Il y a une vieille propriété abandonnée à l'est, » dit-elle. Un ancien élevage non déclaré, fermé il y a quelques années après plusieurs plaintes. Mais j'ai toujours trouvé que la fermeture avait été, disons, trop discrète. À la mention du lieu, Aven émit un son grave, presque imperceptible, mais vibrant de mémoire. Un son qui n'était ni un grognement, ni une plainte. C'était un signal. Noah se leva immédiatement. Cette réaction n'était pas anodine. Ce n'était pas un animal effrayé, mais un animal qui savait. Il prit une dernière note dans son carnet, réaction orientée, stimulus sonore identifiable, lieu probable d'origine. « Je vais investiguer ça, dit-il. Ce n'était pas une question. » Martha observa la chienne puis Noah. « Ne va pas seul. » Il haussa légèrement les épaules. « Je n'ai jamais demandé la permission pour faire ce qui doit être fait. » Elle eut un demi-sourire, triste mais lucide. « Et c'est précisément pour ça que je te fais confiance. »
Elle termina son examen des chiots, rassurée de constater qu'il ne régresserait probablement plus. Elle prépara une petite seringue de réhydratation orale, montra à Noah comment l'administrer sans risquer d'affaiblir leurs réflexes, puis rangea ses instruments. Avant de sortir, elle posa la main sur l'encadrement de la porte, comme si elle cherchait les mots justes. « Tu n'as pas imaginé ce que tu as vu. Ce qu'elle a vécu, quelqu'un l'a voulu, et il faudra que cette personne réponde de ce qu'elle a fait. » Quand elle repartit, la neige retomba sur la forêt, dans un silence qui semblait presque respectueux. La cabane retrouva sa tranquillité, mais ce n'était plus le calme d'une solitude figée. C'était celui d'un espace où quelque chose de grave se préparait. Noah resta près du foyer un long moment, son carnet dans une main, la tête baissée, observant Aven tendre délicatement le museau pour vérifier chacun de ses petits. Elle les comptait sans bruit, 1, 2 et 3, 10, puis recommençait, comme si son cœur avait besoin d'être certain encore et encore, et soudain il comprit quelque chose. Ceux qui l'avaient abandonnée n'avaient pas simplement voulu s'en débarrasser. Ils avaient voulu s'assurer qu'elle ne reviendrait jamais réclamer justice. Il prit une photo supplémentaire, puis une autre. Puis il ouvrit un nouveau fichier sur son téléphone. Le rapport commença par 3 mots simples. Abandon intentionnel confirmé. Il allait écrire. Il allait dénoncer. Il allait révéler. Et cette fois-ci, personne ne réduirait son témoignage au silence. Le calme de la cabane ne dura pas longtemps. À peine 1 heure après le départ de la docteure Ellington, alors que Noah venait de terminer une nouvelle rotation des chiots et d'alimenter le feu, un bruit sourd résonna contre la porte. Pas un coup hésitant. Non, un impact lourd, sec, presque agressif. Un rythme imposé, comme quelqu'un qui se croit en droit d'exiger l'attention. Aven se redressa immédiatement. Elle ne grogna pas, ne se lança pas vers l'entrée. Elle se planta simplement entre les chiots et la porte, son corps toujours amaigri mais droit, vigilant, son regard fixé comme une lame sur ce qu'elle sentait derrière le bois. Sa queue, basse, ne tremblait pas. Ce n'était pas de la peur, c'était de la reconnaissance mêlée d'alerte. Noah s'essuya les mains sur son pantalon, se leva lentement et approcha de la porte avec la prudence d'un homme qui a appris à anticiper avant d'ouvrir. Il entr'ouvrit le battant, laissant juste assez d'espace pour voir. Sur le perron se tenait un homme massif, large d'épaules mais engourdi de graisse, son manteau ouvert malgré le froid, révélant une chemise de flanelle tachée. Ses joues étaient rouges, marbrées par l'alcool ou la colère, et ses yeux, 2 billes pâles et nerveuses, cherchaient déjà à entrer sans y être invités. On sentait en lui cette arrogance brutale de ceux qui n'ont jamais été contredits assez tôt. Il ne prit même pas la peine de se présenter. « On m'a dit que t'avais mes chiens ?» lança-t-il d'une voix qui voulait sonner menaçante, mais n'atteignait que le registre du pathétique agressif. « Je viens les récupérer. » Aven avança d'un pas, lente, silencieuse. Ce mouvement suffit à couper la phrase de l'homme. Pour la première fois, il sembla réellement remarquer la chienne. « Ah, celle-là !» grogna-t-il. « Toujours eu un sale caractère. Je savais qu'elle finirait par foutre le camp. » Noah ne bougea pas. Il resta dans l'embrasure de la porte, bras détendus mais muscles prêts, voix basse, mais parfaitement contrôlée. « Ils reçoivent des soins vétérinaires. Si vous avez un problème, vous verrez les autorités. » L'homme plissa les yeux, avançant d'un pas. « C'est mes chiens, mon élevage, je fais ce que je veux. » Le mot « élevage » tomba lourdement. Aven le reconnut. Son souffle changea. Son corps vibra d'une tension qui ressemblait à un souvenir revenu trop vite. Noah sentit ce changement derrière lui comme une vibration dans l'air, un signal qui lui traversa la colonne vertébrale. « Vous allez reculer » dit Noah calmement. « Ou quoi ?» répliqua l'homme, un rictus tordu aux lèvres. Mais ce fut à cet instant précis qu'un autre son retentit, le gravier écrasé sous des pneus. Un véhicule venait d'arriver, une voiture de police, discrète mais identifiable, se gara dans l'allée. Une femme en uniforme en descendit, refermant la portière avec une maîtrise tranquille. Une présence solide, ancrée, qui portait l'autorité sans en avoir besoin comme une arme. L'officière de police, Amelia Brooks, s'approcha, saluant brièvement Noah, avant de tourner son regard vers l'homme sur le perron. Approchant la soixantaine, cheveux courts striés d'argent, épaules droites, regard clair derrière ses lunettes, elle incarnait cette force patiente qu'on ne peut pas intimider. « Alors, dit-elle d'une voix parfaitement neutre, on a un rapport concernant une potentielle négligence animale et une activité de reproduction non déclarée. Je vais devoir vous poser quelques questions, ben monsieur. C'est pas vos affaires, coupa l'homme, il a pris mes chiens. » Amelia pencha légèrement la tête. « Très bien, vous avez des documents prouvant votre propriété ?» Le silence qui suivit fut révélateur. « J'ai pas ça sur moi, marmonna-t-il.
Ils sont à la ferme ?» Even émit alors un grondement silencieux. Pas un bruit, mais une vibration de son torse. Ses oreilles se rabattirent, ses yeux s'illuminèrent d'une reconnaissance douloureuse. La ferme, ce lieu, le métal du portail battant au vent, le froid, les chaînes, les portées perdues, l'abandon, tout était revenu. Amélia remarqua immédiatement cette réaction. Elle se tourna vers lui. « De quelle ferme parle-t-on exactement ?»« À l'est, grommela-t-il. Vieille propriété Morrow. » Noah sentit un frisson parcourir Haven, un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. Amélia serra les lèvres. « Nous avons déjà reçu des signalements sur ce site, dont certains jamais vérifiés. Vous allez m'accompagner pour éclaircir la situation. » L'homme recula d'un pas, surpris par l'assurance calme de l'officière. « J'ai rien à me reprocher ?»« Parfait, répondit-elle. Alors vous n'aurez aucun problème à coopérer. » Elle se tourna vers Noah. « Vous avez bien fait de signaler. » Simple phrase. Mais elle effaça en quelques secondes des années de méfiance accumulées dans la poitrine de Noah. Elle escorta l'homme jusqu'à sa voiture, malgré ses protestations, et lorsqu'ils furent partis, le silence retomba. Pas n'importe quel silence, un silence d'après-tempête. Un silence où la menace avait enfin quitté le seuil. Haven relâcha lentement son corps, ses muscles cessant de vibrer. Elle revint vers ses chiots, posa son museau contre l'un d'eux et ferma brièvement les yeux, comme pour s'assurer qu'ils étaient toujours là. Noah referma la porte, il posa une main contre le bois et respira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que parler, dire la vérité, l'assumer, agir, n'allait pas se retourner contre lui. Pas cette fois. La justice venait peut-être de faire un pas sur la neige, un petit pas, mais un pas réel. Les chiots respiraient, Haven veillait, et la bataille n'était plus seulement celle de l'hiver. Le premier jour clair après l'intervention de la police arriva sans éclat particulier. Pas de soleil éclatant, pas de ciel bleu vif, seulement une lumière plus douce, moins tranchante, comme si l'hiver avait relâché d'un cran la pression qu'il exerçait sur la forêt. La neige, immobile et dense, paraissait moins hostile. Elle ressemblait davantage à un drap posé sur le monde qu'à une barrière contre la vie. Dans la cabane, quelque chose avait changé également. Les chiots, encore vulnérables et frêles, s'agitaient davantage. Leur petit corps n'était plus rigide comme la veille. Leurs pattes minuscules s'étiraient parfois dans un réflexe de vie, et certains poussaient même de faibles couinements. Ce n'était pas encore la force, mais c'était le retour du possible. Haven, couché juste derrière eux, le museau presque collé contre les petits, les suivait d'un regard calme. Sa vigilance n'avait rien perdu de sa précision, mais elle n'était plus habitée par le tremblement nerveux des premiers instants. Elle surveillait simplement, comme une mère qui sait que, pour la première fois depuis longtemps, elle n'est plus seule. Noah observait la scène en silence. Il avait déplacé une chaise près du foyer, une chaise qu'il n'utilisait presque jamais, préférant l'ombre rassurante de sa table de travail. Mais aujourd'hui, il s'était installé là et se retrouvait assis plus longtemps que prévu, absorbé par le spectacle fragile qui se déroulait devant lui. Son esprit, d'ordinaire si discipliné, peinait à se détacher de l'image des 10 petits corps qui tentaient de retrouver la chaleur du monde. On frappa doucement à la porte. Cette fois, il n'y avait ni menace ni impatience. Il reconnut immédiatement le rythme mesuré, à peine perceptible, de la docteure Martha Ellington. Elle entra, secouant encore une fois la neige de ses bottes, puis posa son sac près du feu. En croisant le regard de Noah, elle esquissa ce sourire rare, ce sourire qui n'était plus seulement professionnel, un sourire qui naît lorsqu'on voit la vie résister. Ils s'installèrent côte à côte près des chiots et elle commença ses examens. Elle palpait les petits corps, observait leurs réflexes, notait leurs réactions. Chaque signe positif arrachait à Martha un hochement discret. Chaque faiblesse la menait à formuler des recommandations, des précautions, des gestes à répéter. Elle parlait peu, mais ce qu'elle disait était essentiel. « Ils sont encore fragiles », murmura-t-elle, « mais ils ne sont plus en danger immédiat. » Noah sentit un poids quitter sa poitrine, un poids qu'il n'avait pas osé reconnaître jusque-là. Martha se tourna ensuite vers Haven. Avec précaution, elle examina sa fourrure, ses flancs, ses pattes, ses yeux. Elle approcha ensuite ses doigts des cicatrices autour de son cou. Elles étaient anciennes, quelques semaines peut-être, mais assez récentes pour laisser des zones d'irritation persistantes. Haven ne broncha pas. Elle acceptait le contact non pas par soumission, mais parce qu'elle avait compris que cette main-là ne ferait pas de mal. « Elle est forte », dit Martha, plus pour elle-même que pour Noah.
trop fortes pour ce qu'elle a traversé. C'est un miracle qu'elle les ait tenues en vie aussi longtemps. Puis, avec cette même voix mesurée, elle ajouta « Je crois qu'elle essayait de cacher leur existence, pas de les abandonner, de les protéger d'un endroit où ils auraient été considérés comme rentables. » Le mot lui arracha un soupir, le même mot qui avait déclenché la colère sourde de Noah la veille. Élevage, rentabilité, exploitation, des termes qui n'auraient jamais dû être associés à la tendresse d'une mère. Lorsque Martha eut terminé, elle donna quelques instructions supplémentaires, puis se leva pour préparer ses affaires. « Je reviendrai cet après-midi. Peut-être ce soir aussi, on ne lâche rien tant que leur température n'est pas complètement stabilisée. » Elle s'apprêtait à sortir quand elle s'arrêta dans l'encadrement de la porte. « Et Noah, merci. » Il hocha la tête, incapable d'articuler plus. Elle sourit. « Tu les as sauvés, et elle le sait. » Quand la porte se referma, la cabane sembla rallumer en silence quelque chose qui n'avait plus vibré depuis longtemps, la chaleur d'une présence humaine qui n'apportait ni conflit ni exigence. Juste de l'aide, juste la volonté de faire ce qu'il fallait. L'après-midi s'écoula dans une routine inattendue mais réconfortante. Noah entretenait le feu, hydratant les chiots avec les microdoses indiquées, massant leurs petites pattes, réajustant leur position pour qu'ils reçoivent suffisamment de chaleur mais pas trop. Aven l'observait, la tête levée, chaque fois qu'un chiot remuait. Elle faisait confiance, mais elle ne déléguait rien, pas complètement. Par moments, Noah la surprenait en train de l'observer lui aussi. Pas un regard inquiet, pas un regard méfiant, un regard de confirmation. Comme si elle évaluait, encore et encore, s'il était bien celui qu'elle avait choisi ce jour-là sur la route. Un peu plus tard, la neige s'était calmée et la lumière du soir filtrait à travers les arbres. On pouvait entendre au loin le bruit d'un moteur familier. Les habitants de la région ne se déplaçaient pas beaucoup en hiver, mais certains avaient déjà entendu parler, par Martha ou par Chattery, de l'histoire du sauvetage. Discrètement, sans jamais se presser, les premiers visiteurs arrivèrent, pas des curieux, pas des spectateurs, des gens du coin qui avaient entendu dire qu'il y avait 10 vies fragiles à qui offrir un avenir. La première à frapper fut une femme grande et mince, autour de 70 ans, aux cheveux blancs tirés en un chignon serré. Ruth Whittaker, une femme de la terre, une femme de peu de mots, mais de beaucoup d'actes. Elle entra lentement, comme si elle ne voulait pas perturber l'atmosphère paisible de la pièce. Elle s'accroupit près du foyer, observa les chiots, puis Aven. Elle attendit. Elle n'approcha pas la main, pas tant que la mère ne l'y autoriserait pas. Puis vint un couple, Meredith et Jonah Collins, la soixantaine tous les deux, l'air doux et rassurant. Ils venaient d'une ferme un peu plus au sud, réputée pour ses légumes, mais aussi pour l'amour qu'ils portaient à leurs animaux. Ils avaient eu un vieux chien pendant 15 ans et ne pensaient pas en reprendre un. Mais quand ils avaient entendu l'histoire, quelque chose dans leur cœur s'était rallumé. La troisième personne à entrer fut Eleanor Hayes, une infirmière retraitée au regard bienveillant. Joliment coiffée malgré la neige, son manteau bleu marine portait encore l'odeur d'un foyer chaleureux. Elle s'approcha lentement, s'agenouilla et attendit le même signal, celui de Aven. Car c'était elle, Aven, et qui dirigea tout le processus. Elle se leva doucement, fit quelques pas, s'approcha de Ruth, renifla sa main puis recula. Pas un rejet, une évaluation. Elle répéta la même procédure auprès de Meredith et Jonah, puis auprès d'Eleanor. Noah observait tout, silencieux. Il ne comprenait pas l'intégralité de ce rituel, mais il en respectait la force. La mère n'abandonnerait jamais ses petits à un destin incertain. Elle avait souffert trop longtemps pour laisser la moindre erreur traverser l'avenir de ses enfants. Puis, elle revint vers les chiots. Et seulement à ce moment-là, les visiteurs furent autorisés à se rapprocher. Ruth prit dans ses mains tremblantes le plus petit des chiots, un minuscule être noir et fauve qui, malgré son extrême faiblesse, remua légèrement la patte en sentant sa chaleur. Meredith et Jonah reçurent 2 petits frères, tous 2 robustes malgré leur jeune âge. Eleanor serra contre elle une petite femelle au souffle encore instable, et ses yeux se mouillèrent doucement. Aven observa chaque chiot qui quittait le foyer. Elle ne protesta jamais. Ses yeux suivaient les mouvements mais sans inquiétude. Comme si elle reconnaissait en chacun de ces humains un trait particulier, quelque chose qui lui disait qu'elle n'avait plus besoin de porter seule le fardeau de leur survie. Lorsque les derniers visiteurs partirent, la cabane retrouva son calme. Mais ce n'était plus le même calme qu'avant. C'était un calme comblé, un calme où la vie avait enfin trouvé sa place. Aven, vidée mais sereine, se coucha près du feu.
Noah s'accroupit à côté d'elle, elle leva la tête, posa son museau contre son genou, puis se laissa aller complètement contre le sol, comme si elle venait enfin de déposer un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Et Noah comprit alors quelque chose qui s'imposa à lui comme une évidence. Il ne l'avait pas sauvée, elle l'avait choisi. Et maintenant, lui aussi devait choisir. Les jours suivants défilèrent avec une lenteur presque apaisante, une lenteur rare dans la vie de Noah, qui avait longtemps vécu dans l'urgence, la discipline et la méfiance. L'hiver, d'ordinaire si brutal, semblait s'être adouci d'un degré, comme si la tempête avait reconnu qu'elle avait suffisamment testé ceux qui tentaient de survivre sous son voile blanc. Au fil du temps, Noah apprit à reconnaître les premiers signes subtils de rétablissement. La manière dont Haven se levait plus aisément, sans que ses muscles ne protestent à chaque mouvement. Le regard plus vif qu'elle portait sur le monde, non plus guidé par l'instinct pur, mais par une curiosité prudente. Et surtout, l'absence de tremblement lorsqu'elle s'approchait maintenant du foyer pour se réchauffer. Elle ne craignait plus de tomber, elle ne craignait plus que tout puisse s'effondrer sous elle. Sa vigilance demeurait, mais la peur, elle, reculait. Les chiots, maintenant répartis dans leur nouvelle famille, laissaient derrière eux des silences inhabituels pour Noah. Le foyer n'était plus cerclé de petits souffles entrecoupés, et pourtant l'air semblait plus léger, plus respirable. Haven avait compris que ces petits n'avaient pas disparu. Elle sentait encore leurs odeurs sur les vêtements de Noah, et lorsqu'il revenait d'une visite chez Ruth ou Meredith, elle se redressait, reniflait longuement, puis reposait sa tête avec un calme résigné, presque reconnaissant. Chaque famille prenait soin de donner des nouvelles. Ruth envoyait des photos d'elle et du minuscule chiot qu'elle avait adopté, emmitouflé dans une couverture en tricot. Jonah et Meredith, quant à eux, partageaient des vidéos brèves où leur duo de chiots roulait maladroitement sur un tapis, leurs petites pattes tentant d'apprendre la coordination. Quant à Eleanor, elle écrivait des lettres soignées dans lesquelles elle racontait le progrès quotidien de la petite femelle qu'elle avait recueillie. Ces mots simples, pourtant tellement chargés d'humanité, trouvaient leur place sur la table de Noah, qui était devenu presque un hôtel improvisé aux nouvelles vies qu'il avait contribué à sauver. Noah les lisait tous, parfois plus d'une fois. Ce n'était pas une fierté narcissique, mais un apaisement profond, le sentiment de ne plus être un homme en fuite, de ne plus seulement réparer son propre silence, mais de participer réellement à quelque chose qui comptait. Un après-midi, alors que le soleil tentait timidement de traverser un voile gris, Noah se retrouva dehors en train de réparer une marche du perron. Le bois avait souffert de l'humidité répandue par les tempêtes successives et il préférait prévenir un effondrement que le subir. Le marteau dans sa main était la continuité d'un mouvement presque méditatif, le bruit du métal contre le bois se fondant dans le calme des arbres enneigés. Haven était couché non loin, ses pattes croisées comme une reine de patience. Son regard suivait chaque mouvement de Noah, mais sans insistance. Elle n'était plus dans la survie, elle était dans la présence. Chaque fois qu'il levait la tête, elle y était, silencieuse, vigilante, confiante. Il réalisa alors quelque chose qu'il n'avait pas remarqué immédiatement. Le poids qui avait vécu dans sa poitrine durant des années, ce poids né de la trahison institutionnelle, du silence imposé, de son départ précipité de la Navy, avait diminué, disparu presque. Il n'attendait plus une sanction dans chaque bruit soudain. Il n'anticipait plus le pire à chaque mouvement. Il agissait simplement. C'était nouveau. Et cela venait d'elle. Haven s'approcha un peu, posa sa tête contre sa cuisse alors qu'il était accroupi, comme si elle avait senti le mouvement intérieur qui venait de le traverser. Ce geste purement volontaire, purement offert, brisa les derniers morceaux de solitude qui restaient en lui. Il posa sa main sur sa tête, glissant ses doigts entre ses oreilles, et Haven ferma lentement les yeux. Ce n'était pas l'abandon d'une créature soumise, c'était la confiance entière d'un être qui a choisi son lieu, son allié, son foyer. Il resta ainsi quelques minutes, juste à sentir la chaleur de sa présence. Puis la soirée tomba, annonçant une nouvelle nuit froide, mais une nuit où la cabane ne serait plus jamais vide. Ces moments devinrent des habitudes. Certains soirs, Noah lisait près du feu, un livre posé sur ses genoux, sans vraiment prêter attention aux mots. La simple lueur du foyer suffisait à remplir la pièce. Haven venait s'étendre contre sa jambe, son poids lourd mais rassurant, son souffle profond vibrant contre le plancher. D'autres fois, elle déposait sa tête sur ses pieds, en signe de présence plus qu'en demande de contact.
Les soirs particulièrement froids, elle se rapprochait encore davantage et Noah laissait sa main reposer sur son flanc, sentant la chaleur qui rayonnait doucement de son pelage épais. Une chaleur qui apaisait, qui ancrerait n'importe quel esprit trop habitué à la fuite. Et il y avait aussi ces instants où elle levait brusquement la tête, oreille dressée, prête à interpréter chaque craquement dans la forêt. Mais désormais, elle ne tremblait plus, elle veillait. Il y avait une différence immense entre les deux. Parfois, Noah murmurait quelques mots qu'il n'avait jamais pensé prononcer à voix haute. « Tu peux rester, tu sais » ou encore « On gère ensemble ». Des phrases qui lui auraient semblé ridicules quelques mois plus tôt. Mais avec Aven, elle prenait une signification entièrement nouvelle. Elle ne répondait pas, évidemment. Mais sa queue battait lentement contre le sol. Une fois, 2 fois, le genre de réponse qui n'a pas besoin de langage. Un soir, alors que la neige retombait en silence, Aven s'approcha de Noah d'une manière différente. Elle traversa la pièce lentement, avec une intention qui semblait presque méditative. Puis elle posa sa tête entièrement contre sa cuisse, plus lourdement que d'habitude. Pas par fatigue, par choix. Il la regarda surpris. Elle leva les yeux vers lui, et dans ce regard-là, il n'y avait ni demande, ni peur, ni tension. Seulement une phrase silencieuse. « Tu as tenu ta promesse ». Noah posa sa main contre son cou, juste au-dessus des cicatrices qui s'estompaient peu à peu. « Tu es en sécurité maintenant ». Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit ces mots s'adresser autant à lui qu'à elle. La neige continuait de tomber dehors indifférente. Mais dans cette cabane, quelque chose de rare avait pris racine. Une paix qui n'était pas l'absence de tempête, mais la certitude de ne plus y faire face seul. L'hiver ne s'effaça pas soudainement. Il continua de s'étendre sur la forêt comme une respiration lente, un souffle glacé qui persistait malgré les quelques traits de lumière que le soleil tentait parfois de tracer à travers les nuages. Mais pour Noah, cette saison n'avait plus la même signification. Elle n'était plus une période de repli, ni un paysage vide où se perdre. Elle devenait peu à peu un décor qui accompagnait sa réémergence. Chaque matin, il se levait avant l'aube, par habitude, plus que par nécessité. Il ravivait le feu, remplissait les gamelles et ouvrait la porte de la cabane pour respirer l'air froid. Aven se tenait généralement déjà là, silhouette solide au bord du perron, observant la forêt comme si elle s'assurait que le monde extérieur ne reviendrait pas lui prendre ce qu'elle avait retrouvé. Elle restait silencieuse, mais sa présence parlait plus que n'importe quel mot. Avec le temps, Noah s'était surpris à vivre dans un rythme qu'il n'avait jamais anticipé. Lui qui avait passé des années à minimiser les interactions sociales, finit par rencontrer plus souvent ses voisins en quelques semaines qu'au cours des 2 dernières années. Cela ne venait pas d'un besoin de parler, mais d'un mouvement naturel né de la responsabilité qu'il ressentait envers les chiots et leur nouvelle famille. Il se rendait d'abord chez Ruth. Sa ferme se trouvait à la lisière d'un vaste terrain enneigé, et malgré son âge, elle déneigeait elle-même le petit chemin menant à sa porte. Elle accueillait Noah avec un sourire discret, presque timide, mais sincère. Le minuscule chiot qu'elle avait adopté, qu'elle avait prénommé Jasper, jouait déjà avec une vigueur inattendue pour sa taille. Jasper courait en cercle, glissant parfois sur le sol glacé. Un éclat de vie qui semblait illuminer les yeux de Ruth chaque fois qu'elle le regardait. « Il me suit partout », confia-t-elle un jour. Je crois qu'il pensait avoir perdu son monde. Alors, maintenant, il refuse de perdre ce qui lui reste. Noah comprit ce sentiment mieux qu'il n'aurait voulu l'admettre. Chez Meredith et Jonah, l'accueil était tout autre. Le couple était chaleureux, presque exubérant comparé au calme de Ruth. Il l'invitait à entrer, lui offrant café, biscuits ou une simple conversation ponctuée de rire. Les 2 chiots qu'ils avaient recueillis avaient été nommés Lenny et Maple. Ils couraient déjà partout dans la maison, renversant leurs jouets, mordillant les chaussons de Jonah sous les rires fatigués mais heureux du vieux mécanicien. On ne pensait pas aimer de nouveau un chien, avoua un jour Jonah en caressant Maple derrière l'oreille. Mais ces 2-là, ils ont mis quelque chose de neuf dans la maison, comme si elle respirait mieux. Noah ne répondit pas, mais son silence n'était plus maladroit. Il était respectueux. Il partageait ce qu'il ressentait. L'endroit où il se rendait le plus souvent était la maison d'Eleanor. Elle vivait dans un petit pavillon bleu pâle, tout près d'une rivière gelée. La petite femelle qu'elle avait adoptée portait désormais le nom de Daisy. Eleanor la tenait contre elle avec une tendresse infinie.
comme si ses bras avaient été conçus pour porter la fragilité du monde sans jamais flancher. Elle apprend vite, disait-elle, mais elle se réveille parfois en sursaut, comme si elle rêvait encore du froid. Noah ressentit un pincement au cœur. Aven aussi se réveillait parfois en sursaut, mais ces instants-là devenaient rares. Car Aven guérissait, pas seulement physiquement. Elle s'était acclimatée à la cabane, aux routines, aux gestes de Noah. Elle mangeait avec appétit, s'asseyait près de la porte lorsque le vent apportait un parfum trop familier et revenait vers lui dès qu'elle comprenait qu'il n'y avait rien à craindre. Ses pattes, autrefois tremblantes, se déplaçaient maintenant avec assurance. Son regard, auparavant dur et couvert de méfiance, s'était adouci au fil des jours. Mais ce qui frappa le plus Noah fut ce moment précis, un soir où la tempête battait les fenêtres. Il lisait au coin du feu un roman qu'il feuilletait plus qu'il ne lisait. Aven dormait à quelques mètres de lui, roulé en boule dans un silence tranquille. La nuit avançait, la neige tombait et la cabane semblait être le seul endroit encore éveillé dans un monde devenu blanc. Puis soudain, Aven se leva, s'étira légèrement et marcha jusqu'à lui. Elle posa sa tête sur ses genoux, sans hésitation, sans attente. Un geste simple, un geste lourd, un geste qui disait « Tu es mon repère maintenant ». Noah sentit quelque chose céder dans son propre cœur, une barrière, un mur qu'il croyait nécessaire pour survivre. Un mur qu'elle venait de franchir d'un geste doux. Il posa sa main sur son cou, effleurant les zones où les cicatrices s'effaçaient peu à peu. « Tu es en sécurité ici, Aven ». Elle ferma les yeux, sa queue tapa doucement contre le sol. Une fois, puis deux. Et dans la chaleur fragile du foyer, Noah comprit que ce n'était pas seulement elle qui l'avait sauvé. Elle l'avait ramené à lui-même, ramené à la possibilité d'une vie sans surveillance constante, sans crainte systématique, sans solitude imposée. Les jours passèrent et ce lien se renforça sans qu'il ne fasse quoi que ce soit de particulier. Aven restait près de lui, sans l'étouffer. Noah travaillait, réparait, sortait, revenait, et elle l'accompagnait ou l'attendait selon son instinct. Une harmonie silencieuse s'installait entre eux. Il y eut un matin, pourtant, où quelque chose de très différent se produisit. Il ouvrit la porte pour laisser entrer l'air froid, comme à son habitude. Aven s'avança, posa ses pattes sur le seuil, puis leva la tête brusquement. Son corps entier se tendit, mais pas comme autrefois, pas dans la peur, dans l'écoute. Elle resta ainsi quelques secondes, puis elle revint vers Noah, se plaça devant lui et leva les yeux. C'était un appel, une invitation, une direction. Quelque chose dans la forêt demandait son attention. Et ce quelque chose n'était pas anodin. Aven resta planté devant la porte ouverte, ses oreilles dressées, son corps légèrement en avant, comme si un fil invisible la tirait vers l'extérieur. Noah comprit immédiatement que ce n'était pas un simple bruit ou un parfum porté par le vent. C'était plus profond, plus ancien, une mémoire qui venait de se réveiller. Il attrapa sa veste, enfila ses bottes et s'approcha d'elle. « Montre-moi !» Elle ne se retourna pas, mais avança lentement dans la neige fraîche. Ses pattes s'enfonçaient profondément, mais son rythme était sûr, précis, presque déterminé. Noah la suivit, son souffle formant de petits nuages blancs dans l'air glacial. Le soleil naissant filtrait entre les troncs, dessinant sur le sol un patchwork de lumière et d'ombre. Ils marchèrent d'abord le long du sentier, puis Aven quitta la trace pour s'enfoncer dans un terrain moins accessible, où les branches basses des pins formaient un tunnel naturel. Noah sentit le froid lui mordre les joues et la gorge, mais il ne ralentit pas. Aven se retournait régulièrement pour s'assurer qu'il la suivait, puis repartait aussitôt. En elle, il n'y avait ni panique, ni agitation, juste une certitude. Un message silencieux, « Il faut que tu vois ça ». Après une dizaine de minutes de marche, ils atteignirent une clairière étroite. Le vent y sifflait différemment. Une odeur métallique y flottait encore, et Noah reconnut immédiatement le vieux portail rouillé dont parlait la docteure Ellington. Une barrière tordue, battue par les bourrasques depuis tant d'années qu'elle avait perdu toute utilité pratique. Pourtant, ce son métallique avait suffi à réveiller en Aven une mémoire traumatique. La ferme Morrow. Noah s'approcha lentement. Aven resta derrière lui, mais son souffle se fit plus rapide. Elle ne voulait pas entrer, elle voulait qu'il le fasse pour elle. Ce qu'il découvrit au-delà de la clôture lui glaça le sang. Le terrain était vaste mais abandonné, couvert de débris, de cages renversées, d'enclos effondrés, de restes d'abris en tôle rongés par la rouille. Dans certaines cages, il restait des chaînes brisées.
Dans d'autres, des marques profondes dans le métal, comme si des animaux avaient tenté de gratter, de pousser, de fuir. Tout sentait l'abandon, mais pas l'abandon calme. L'abandon d'une activité qui avait opéré longtemps en secret, puis qui s'était évaporée en sachant qu'on finirait par poser des questions. Aven avança jusqu'à se coller contre la jambe de Noah. Son regard disait tout, « C'est ici, c'est là que ça a commencé, c'est là qu'on m'a prise, on m'a utilisée, on m'a laissé mourir. » Noah sentit son cœur se serrer d'une manière brutale, pas de colère bruyante, une colère dense, glacée, familière, celle qu'il avait ressentie autrefois dans des salles où des décisions injustes étaient maquillées en opérations nécessaires. Il observait maintenant les preuves silencieuses d'une cruauté méthodique. Rien n'était accidentel, rien n'était improvisé, tout avait été pensé pour extraire, profiter et délaisser. Il sortit son téléphone, prit des photos détaillées, nota l'emplacement des cages, les traces au sol, l'état des installations. Son entraînement revenait naturellement. Documenter, cataloguer, préparer le dossier que personne ne pourrait contester. Celui que, cette fois-ci, on n'enterrerait pas sous des euphémismes administratifs. Aven observait chacun de ses mouvements. Elle semblait comprendre. À chaque image capturée, elle inclinait légèrement la tête, comme pour approuver ou confirmer. Au fond du terrain, Noah repéra une structure plus grande. Un hangar recouvert de neige. La porte était entr'ouverte. Un courant d'air froid s'en échappait, portant avec lui une odeur qu'il ne connaissait que trop bien. L'odeur de lieux qui ont contenu la souffrance. Il s'avança prudemment. Aven resta à quelques mètres, tremblant légèrement, comme si son corps combattait encore le souvenir même d'approcher cet endroit. Noah entra. Le hangar était sombre. Ses yeux mirent un moment à s'habituer. Il distingua alors plusieurs cages alignées contre les murs. Certaines étaient vides. D'autres contenaient des jouets rongés, des couvertures déchirées et des objets qui témoignaient d'une présence ancienne. Il y avait également un tableau blanc renversé sur lequel on pouvait deviner des notes effacées, chiffres, colonnes, dates, probablement des enregistrements de reproduction. Une des cages était plus grande que les autres, assez grande pour une femelle gestante. Noah s'arrêta devant. Il imagina Aven, affamée, enfermée là, veillant sur une portée plus grande qu'elle ne pouvait nourrir, attendant que quelqu'un ouvre cette cage pour un bol d'eau, un reste de nourriture ou un rien du tout. Il ferma les yeux un bref instant. Cela aurait pu la tuer, cela aurait dû la tuer. Mais elle avait tenu, pour eux, pour ses chiots. Et maintenant qu'elle était libre, elle revenait ici, pas pour elle, pour que justice soit rendue. Noah prit une longue inspiration, rouvrit les yeux, photographia tout, puis il ressortit du hangar, rejoignant Aven dans l'air froid. Elle s'approcha, posa sa tête contre sa cuisse. Sa manière à elle de demander « As-tu vu? As-tu compris ?» Il posa une main sur son cou. « Oui, j'ai vu, et je vais m'en occuper. » Le vent souffla entre les arbres, faisant claquer une dernière fois le portail rouillé. Aven tressaillit légèrement, mais Noah resta immobile, solide, une présence qui ancrerait n'importe quelle peur. Il se pencha vers elle. « Tu n'as plus rien à craindre ici. » Et pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée, Aven détourna son regard du passé. Elle regarda Noah, puis fit demi-tour, prête à quitter cet endroit pour toujours. De retour à la cabane, Noah passa la soirée à organiser toutes les preuves, photos, notes, observations vétérinaires, témoignages, tout devait être clair, irréfutable. Il avait appris autrefois que la vérité sans structure pouvait être ignorée. Pas cette fois. Pas quand 10 filles, 11 en comptant Aven, avaient failli disparaître. Il savait qu'Amelia Brooks, l'officière venue le jour du conflit, attendait son rapport. Et il savait aussi qu'elle ne le laisserait pas tomber. Elle avait ce regard que portent ceux qui ont déjà vu trop de drames, mais refusent d'y être indifférents. La nuit tomba. Aven se coucha près de lui. Elle l'observait écrire, trier, murmurer. Puis, lorsqu'il posa enfin sa dernière photo sur la table, elle s'approcha et posa sa tête sur son genou. C'était comme un saut silencieux, un acte de confiance, une approbation. Noah posa sa main sur son pelage. « Demain, on termine ça. » Et dans cette phrase, il n'y avait pas seulement la promesse d'un rapport. Il y avait la certitude d'une justice en marche. Une justice que plus rien, ni l'hiver, ni la peur, ni le silence, ne pourrait arrêter. Le lendemain matin, la lumière entra dans la cabane comme une brèche timide. Une lueur pâle, presque hésitante, filtrant entre les planches des volets. Noah n'avait dormi que par fragments, mais ce sommeil morcelé n'avait rien de l'insomnie d'autrefois.
Là où il y avait eu vigilance constante, anticipation, tension dans les muscles, il n'y avait plus qu'une détermination calme. Il se leva, sentit les craquements familiers dans son dos, puis aperçut Aven, déjà éveillée, assise près de la porte comme si elle montait la garde. Elle se retourna en l'entendant bouger. Son regard disait tout. « Aujourd'hui tu tiens parole ». Noah hocha la tête. Il attrapa son dossier. Épais, organisé, rigoureux. Preuves, photos, dates, descriptions, analyses, tout y était. Un travail minutieux, semblable au rapport qu'il rédigeait autrefois, mais avec cette nuance nouvelle. Cette fois, il ne défendait pas une institution. Il défendait ceux qui n'avaient pas de voix. Il s'habilla, enfila sa veste, puis ouvrit la porte. Le froid s'engouffra, mais pour la première fois depuis longtemps, il n'eut pas cette sensation de mur glacé contre le corps. C'était juste l'hiver, plus une menace, plus un miroir de sa solitude. « Prête ?» murmura-t-il. Aven se leva d'un geste léger, presque gracieux. La chienne qui un jour s'était tenue debout dans la neige, tremblante et affamée, n'existait plus. Celle qui se tenait devant lui maintenant avait repris son souffle, sa force, et quelque chose de plus précieux encore, sa dignité. Ils montèrent dans le pick-up et Noah démarra. La route jusqu'au commissariat se déroula dans un silence confortable. Aven, sur la banquette arrière, observait la forêt défiler. Mais à un moment, lorsqu'ils passèrent nez près du chemin menant à l'ancienne ferme Morrow, elle détourna le regard, pas brusquement, délibérément, comme quelqu'un qui décide que le passé ne mérite plus son attention. Le commissariat était modeste, situé près du centre du bourg, une structure en bois modernisée avec une antenne radio et un drapeau qui claquait doucement dans l'air glacé. En entrant, Noah sentit immédiatement la chaleur sèche et l'odeur particulière des lieux administratifs. Papier, café réchauffé et l'empreinte discrète de ceux qui travaillent tard. L'officière Amelia Brooks était déjà là, debout derrière un bureau encombré. Son uniforme impeccablement ajusté contrastait avec la fatigue discrète qui marquait ses traits. Elle leva les yeux en le voyant entrer et un sourire bref, presque imperceptible, passa sur son visage. « Je vous attendais » dit-elle. Noah posa le dossier sur le bureau. Amelia posa sa main dessus comme on pose la main sur quelque chose qu'on respecte. « Vous avez compilé tout ça en une nuit » demanda-t-elle. « Une partie était déjà prête » répondit Noah. Elle ouvrit le dossier. Au fil des pages, ses sourcils se serrèrent, non pas de doute mais de concentration. Elle reconnaissait l'ordre, la structure, la précision des rapports militaires. Elle reconnaissait aussi quelque chose qu'elle ne voyait pas souvent, une vérité impossible à contourner. Quand elle eut fini la première section, elle se redressa légèrement. « Ce que vous avez rassemblé est suffisant pour une enquête complète. Plus que suffisant en vérité. » Elle poursuivit, feuilletant les photos du hangar, des cages, des chaînes, des cicatrices sur Aven. Puis elle murmura « Comment quelqu'un peut-il faire ça ?» Ce n'était pas une question, pas vraiment. C'était la réaction humaine, brute, sincère, d'une personne qui refuse de banaliser la cruauté. Amelia referma finalement le dossier. « Je vais lancer la procédure. Il y aura des inspections, des saisies et probablement des poursuites. Ce dossier, il va faire du bruit. » Noah hocha la tête. Il doit en faire. L'officière le regarda un moment, puis demanda « Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi vous en mêler? Vous vivez seul. Vous auriez pu signaler et vous retirer. » Il réfléchit un instant. Ce n'était pas qu'il ne savait pas répondre. C'est que la réponse avait fini par se simplifier au fil des jours. « Parce qu'elle m'a demandé de voir, » dit-il doucement. Il inclina la tête vers Aven, assise juste derrière lui, parfaitement calme mais attentive. Amelia suivit son regard. « Je comprends. » Et elle comprenait vraiment. La procédure commença immédiatement. Amelia rassembla 2 autres agents, leur expliquant l'urgence discrète mais réelle de la situation. En quelques minutes, tout fut mis en place. Ordre, véhicule, matériel. Elle proposa à Noah de rester, mais il déclina. « Ce chapitre n'est plus le mien, dit-il. Vous avez les preuves, maintenant, la loi doit faire son travail. » Amelia ne contesta pas. Elle savait que certaines batailles se gagnent sur le terrain, d'autres en arrière-plan. Noah avait fait sa part. La suite ne lui appartenait plus. En sortant, Aven marcha à sa hauteur, une allure calme, confiante. Ensemble, ils revinrent vers le pick-up. Noah ouvrit la porte. Elle sauta dedans avec l'agilité retrouvée d'une chienne en pleine santé. Il resta un moment immobile devant le véhicule, respirant l'air froid, comme pour purifier ce qui restait encore dans sa poitrine. Il n'avait plus ce poids qui lui comprimait les côtes. Plus cette tension derrière la nuque, plus cette vigilance fébrile qui l'accompagnait partout depuis son départ de la Navy. Il se sentait aligné, pour la première fois depuis longtemps.
La semaine qui suivit confirma ce changement intérieur. Des avis officiels furent affichés en ville. La ferme Morrow fut inspectée et placée sous scellé. Des poursuites pénales furent engagées. Et chose encore plus rare dans ce type d'affaires, la communauté locale s'en mêla. Pas par colère, par solidarité, par indignation contre quelque chose qu'ils refusaient de laisser se reproduire sur leur terre. Mais malgré tout cela, ce ne furent pas ces annonces qui marquèrent Yanoa le plus profondément. Ce fut un simple moment, quelques jours plus tard. Il réparait encore quelque chose, un volet cette fois, et Haven l'observait depuis le perron. Lorsque le volet fut remis en place, il descendit de l'escabeau et s'essuya les mains. Haven s'approcha. Elle posa son front contre sa cuisse, puis releva les yeux. Dans ce regard-là, il lut quelque chose qu'il n'avait jamais su nommer avant. « Chez toi, c'est ici, avec moi ». Il s'accroupit, posa les 2 mains sur son cou et sentit la chaleur sous ses paumes. « On va continuer ensemble », murmura-t-il. La queue de Haven claqua doucement contre le bois du perron. 1 fois, 2, 3. Et dans ce geste simple, il y avait une promesse silencieuse. Une promesse plus forte que n'importe quel uniforme. Plus durable que n'importe quelle mission. Le regard de Haven disait tout. « Tu restes, je reste, on avance ». Et pour la première fois depuis qu'il avait quitté la Navy, Noah sut qu'il n'avait plus besoin de fuir. La neige tomba encore cette nuit-là, mais elle ne semblait plus hostile. Elle ressemblait presque à une couverture, à une bénédiction, une saison qui ne séparait plus, mais unissait. Une saison qui n'effaçait plus, mais reconstruisait. Et dans la cabane, sous la lueur douce du foyer, un homme autrefois brisé et une chienne autrefois abandonnée trouvaient enfin ce que l'hiver avait tenté de leur voler. Un foyer, une paix, un avenir. Les jours s'étirèrent doucement, comme si l'hiver lui-même avait compris qu'il ne pouvait pas imposer la même dureté à ceux qui venaient de survivre à tant de froideur. Peu à peu, les tempêtes devinrent moins fréquentes, la lumière plus stable et l'air moins coupant. Rien d'aussi visible qu'un renouveau soudain, mais plutôt ces petits signes qui précèdent à la fin d'une saison longue et éprouvante. Les jours s'étirèrent doucement, comme si l'hiver lui-même avait compris qu'il ne pouvait pas imposer la même dureté à ceux qui venaient de survivre à tant de froideur. Peu à peu, les tempêtes devinrent des moins fréquentes, la lumière plus stable et l'air moins coupant. Rien d'aussi visible qu'un renouveau soudain, mais plutôt ces petits signes qui précèdent de la fin d'une saison longue et éprouvante. Dans cette cabane de bois, au cœur de la forêt, Noah et Haven apprirent à partager un quotidien qui n'avait rien d'extraordinaire, et pourtant tout d'essentiel. Un quotidien fait de gestes simples. Ouvrir la porte au matin, écouter le bois craquer dans le foyer, sortir dans la neige, revenir en secouant la glace sur les bottes, préparer le repas, réparer l'une ou l'autre chose, rien de spectaculaire, rien de remarquable pour quiconque aurait observé de l'extérieur. Mais, pour eux, cela ressemblait à une renaissance. Haven n'était plus la chienne tremblante qu'il avait trouvée sous la neige. Elle se déplaçait avec assurance, la tête haute, son pelage redevenu brillant. Elle avait pris du poids, regagné du muscle et retrouvé cette allure majestueuse propre aux bergers allemands qui portent leur corps comme un drapeau silencieux. Mais au-delà de son physique retrouvé, quelque chose en elle avait changé. Elle avait retrouvé la paix. Une paix fragile au début, puis de plus en plus solide. Elle dormait profondément. Elle mangeait avec appétit. Elle respirait sans sursauter. Elle vivait. Et Noah, lui aussi, se transformait. Ce qu'il avait cru perdu en quittant la Navy, son sens du devoir, sa clarté intérieure, sa confiance en lui, sa capacité à protéger ce qui en avait besoin, revenait doucement. Non pas par un discours ou un uniforme, mais par la simple constance d'un être vivant qui le regardait comme s'il était encore capable du meilleur. Il apprit aussi que l'amour, même celui qui naît en silence, ne se demande pas, ne se quémande pas, ne se force pas. Il s'offre, et Haven le lui offrait chaque jour par sa présence, sa tranquillité, sa loyauté sans condition. Les mises à jour concernant les chiots arrivaient régulièrement. Jasper, Lenny, Maple, Daisy et les autres grandissaient à vue d'œil. Leur nouvelle famille y envoyait photos, vidéos, lettres. Jasper, le minuscule rescapé, avait désormais assez d'énergie pour courir entre les bottes de Ruth. Lenny et Maple démontraient un sens du chaos parfaitement coordonné, éparpillant leurs jouets partout dans la maison de Meredith et Jonah. Daisy, selon Eleanor, devenait la chienne la plus affectueuse qu'elle avait connue, dormant parfois sur ses genoux comme si elle sentait que le cœur humain pouvait réparer les nuits froides de son passé.
Chaque fois que Noah revenait de l'une de ses visites, Aven venait renifler ses vêtements avec un sérieux presque maternel. Elle reconnaissait l'odeur de chacun de ses petits et, une fois qu'elle les avait tous identifiés, elle s'asseyait tranquillement à côté de lui, comme pour dire « Ils vont bien, je peux respirer ». Et elle respirait. Puis arriva un soir particulier, un soir où, sans qu'il sache pourquoi, Noah sentit quelque chose changer dans l'air de la cabane. Le feu brûlait doucement. La neige tombait en flocons lourds, épais, qui rendaient le monde extérieur silencieux, presque ouaté. Aven était couché à quelques centimètres de lui, la tête posée sur ses pattes, le regard paisible. Noah lisait un vieux livre, non pas pour fuir quelque chose, mais pour accompagner la tranquillité du moment. Puis Aven se leva, elle s'approcha lentement. Elle posa sa tête entièrement sur sa cuisse, bien plus lourdement que d'habitude. Noah s'immobilisa, il sentit le poids, la chaleur, la lente respiration contre lui. Il sentit aussi ce que signifiait ce geste. Pas une demande, pas une inquiétude, un don de confiance totale. Il posa doucement sa main sur son cou. Aven ferma les yeux et une vague de sérénité enveloppa la pièce. Dans ce silence parfait, une phrase s'imposa à lui, sans qu'il sache d'où elle venait. « Tu n'es plus seul, moi non plus ». Il resta ainsi longtemps, incapable de bouger. La chaleur du foyer éclairait la pièce, donnant à la scène un halo doré. Et dans ce halo, Noah comprit à quel point sa vie avait dévié d'un chemin qui n'apportait plus rien. Il comprit aussi pourquoi Aven l'avait choisi ce jour-là dans la neige, parce qu'elle avait senti en lui ce qu'il refusait de voir, la capacité d'être bon même quand personne ne regarde. La capacité de rester quand les autres partent, la capacité de recommencer quand tout paraît perdu. Et dans cette reconnaissance silencieuse, un miracle se produisit. Pas un miracle spectaculaire ou bruyant. Un miracle discret, profond, presque sacré. Noah Callahan, ancien soldat, homme brisé par la trahison d'un système, trouva la paix dans une cabane au cœur d'une forêt, grâce à une chienne abandonnée qui, malgré tout, avait choisi de rester debout. Il ferma les yeux un instant, puis murmura d'une voix très basse « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée ». Aven remua doucement la queue, une fois, deux fois, comme une confirmation venue du fond de son être. Le printemps n'était pas encore là, mais Noah savait qu'il viendrait. Il savait que la neige finirait par fondre, que les arbres bourgeonneraient, que la rivière romprait sa carapace de glace. Tout reprenait toujours vie, d'une manière ou d'une autre, mais il savait aussi que certaines renaissances ne dépendaient pas de la saison. Certaines renaissances ne demandaient qu'un choix au milieu d'une tempête, un choix au bord d'une route, un choix face à une chienne qui ne demandait rien, sauf de ne pas être invisible. Et ce choix avait tout changé. Les derniers mots de cette histoire, celle que tu vas narrer, Alexandre, portent un souffle plus haut, plus grand. Pas religieux au sens doctrinal, mais spirituel au sens où la compassion élève ce qu'elle touche. Alors voici cette clôture, écrite pour être entendue, reçue, ressentie. Parfois le miracle n'est pas que la tempête cesse. Parfois le miracle est que Dieu, ou la vie, ou l'amour, ou le simple sens du bien place un choix sur notre route pendant que la tempête fait encore rage. Il n'efface pas toujours le froid, il n'écarte pas toujours l'épreuve, mais il nous offre la possibilité de devenir chaleur pour quelqu'un d'autre. Dans le quotidien, ce miracle peut sembler minuscule. S'arrêter pour aider quand il serait plus facile de passer, parler quand le silence paraît plus sûr. Choisir la compassion quand personne ne regarde, ces gestes ne feront jamais la une des journaux. Mais ils changent des destins. Ils reconstruisent des vies. Ils rappellent que tout être vivant mérite une chance. Même ceux que l'hiver semblait vouloir effacer. Si cette histoire t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et si tu crois encore que l'amour, la justice et la bonté peuvent te renaître là où tout semblait perdu, alors dans ton cœur, dans ton esprit ou dans les commentaires, écris simplement « Amen » et que la paix accompagne ta maison, que la force guide tes mains et que la lumière trouve toujours son chemin vers toi, même dans les plus longues nuits d'hiver.